Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma. La chaîne qui vous emmène là où les projecteurs ne brillent plus, là où les confidences murmurent et où les secrets des plus grandes icônes se révèlent enfin. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une histoire inattendue. Une histoire qui a fait trembler les fans, ébranler les certitudes et réveiller une question simple mais bouleversante. Et si l'amour n'avait pas d'âge? Serge Lama, figure incontournable de la chanson française, auteur de textes puissants, d'hymnes à l'amour et à la perte, a surpris tout le monde. À 82 ans, il s'est marié. Oui, marié. Et aujourd'hui, il brise le silence. Dans un entretien bouleversant, il confirme ce que beaucoup pensaient être une rumeur. C'était vrai. Mais qui est cette femme qui a su toucher son cœur si tardivement? Comment ce grand discret, marqué par la douleur de la perte, a-t-il trouvé la force et l'envie de dire oui à nouveau? De ses premières infomèches confidences à ses silences éloquents, des regards complices aux rares apparitions publiques, nous allons vous dévoiler la face cachée d'un Serge Lama plus humain que jamais, loin du mythe, proche de l'émotion brute, entre mémoire et renaissance, entre pudeur et passion. Ce récit est une ode à la seconde chance, à l'amour qui n'arrive jamais trop tard. Préparez-vous à découvrir un Serge Lama intime, touchant, sincère, et peut-être plus vivant que jamais. Abonnez-vous, activez la cloche et plongeons ensemble derrière les stars de cinéma, là où les vraies histoires commencent. Serge avait longtemps aimé le silence. Pas celui de la solitude amère, non. Plutôt celui que l'on apprivoise quand la foule vous a trop regardé. Le silence des loges vides, des micros éteints, des costumes rangés. Il s'était retiré, non par lassitude, mais par fidélité à lui-même. Il ne voulait pas trahir l'image qu'il avait laissée sur scène, celle d'un homme debout, fier, la voix pleine de larmes et de feu. Mais derrière ce silence, il y avait du mouvement. Dans le secret de son appartement, entre les murs couverts de souvenirs, une présence s'était installée. Pas une ombre, pas un fantôme, une femme, Luana. Luana était là depuis longtemps, d'abord comme une assistante, une complice professionnelle, puis, peu à peu, comme un soutien plus intime. Elle ne cherchait pas à occuper l'espace, ni à réécrire l'histoire. Elle était simplement là, quand il n'avait plus besoin que d'une chose, quelqu'un qui comprenne, sans poser trop de questions. Ils avaient repris l'habitude de vivre dans une forme de rituel. Le café du matin, les disques anciens qui tournaient dans le salon, les lettres de fans qu'ils lisaient à voix basse. Le monde allait vite autour d'eux, mais leur quotidien à eux était lent, presque immobile. Et dans cette lenteur, il y avait une forme de paix. Il lui parlait souvent de Michel, sa première femme, de Liliane aussi, morte trop jeune dans cet accident, qui avait brisé son corps à jamais. Luana écoutait sans jalousie. Elle savait qu'elle n'arrivait pas dans une vie vide, mais dans une vie marquée. Et elle avait choisi d'aimer tout cela. L'âge avait ralenti Serge, mais il ne l'avait pas éteint. Il n'avait plus la force de chanter comme avant, et ses jambes lui faisaient souffrir chaque jour. Il refusait de se montrer affaibli. Il avait toujours été un homme d'apparence, élégant, fort, charismatique. Il voulait tenter de rester ainsi dans la mémoire des autres, mais dans l'intimité, c'était différent. Il pouvait tomber le masque. Il n'était plus Serge Lama, le chanteur, mais Serge Chauvier, l'homme. L'homme qui se réveillait parfois en pleine nuit, hanté par les souvenirs. L'homme qui pleurait silencieusement quand une chanson passait à la radio. L'homme qui, malgré tout, voulait encore croire à quelque chose. Et ce quelque chose, c'était peut-être cela. Épouser Luana. Ce fut un matin banal. Il prenait le petit déjeuner quand il posa sa tasse, la regarda et dit simplement « Et si on se mariait ?» Elle éclata de rire, pas parce qu'elle se moquait, mais parce que cela semblait irréel. Lui, marié à 82 ans. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que cela changerait? Il haussa les épaules. Il ne savait pas. Il ne voulait pas changer les choses. Il voulait les honorer. « J'ai aimé plusieurs femmes dans ma vie, dit-il. Mais je n'ai pas toujours su leur dire au bon moment. Toi, je veux te le dire maintenant. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longuement. Elle vit dans ses yeux quelque chose d'enfantin, de désarmé. Alors, elle dit oui. Il ne voulait pas de fête, juste un acte, une reconnaissance, un geste qui dise « Nous sommes là, ensemble, et cela suffit. » Ce jour de février, ils sont entrés dans la mairie, main dans la main. Il faisait froid dehors, mais à l'intérieur, c'était presque chaud. Le maire lut les textes habituels, puis leur demanda s'ils acceptaient de s'unir. Serge répondit le premier, la voix tremblante. « Oui. De tout mon cœur, oui. » Quand ils sortirent, aucun photographe ne les attendait. Pas de fans, pas de journalistes.
juste le bruit discret de la ville. Et pourtant, dans cet instant, il y avait plus de vérité que dans 1000 concerts. Ils rentrèrent chez eux comme après une promenade. Rien ne semblait avoir changé. Et pourtant, tout était différent. Elle était devenue sa femme. Il était devenu son mari. Pas par contrat, mais par choix. Un choix fait à un moment où l'on pourrait croire que les choix ne comptent plus. Il continua d'écrire, parfois, de fredonner, de lui lire des poèmes. Elle l'écoutait, en silence. Elle savait que la fin approchait, mais elle n'en avait pas peur. Ils avaient déjà tout vécu, sauf cela. Ce n'est pas une histoire de star, ce n'est pas une anecdote pour faire la une des magazines. C'est juste l'histoire d'un homme qui, à l'automne de sa vie, a décidé de dire encore une fois « Je t'aime ». Pas pour le spectacle, pas pour le public, mais pour lui, pour elle. C'est l'histoire d'un homme qui, malgré la fatigue, la douleur, les souvenirs lourds, choisit de croire encore à la lumière. Ils n'ont pas voyagé après le mariage, pas besoin de lune de miel. Leur vie quotidienne suffisait. Les moments ensemble prenaient une valeur nouvelle. Ils cuisinaient, ils regardaient de vieux films, ils s'endormaient parfois en écoutant Barbara ou Brel. Et un jour, il lui dit « Tu sais, je suis heureux ». Elle sourit. « Moi aussi ». Peut-être qu'un jour, quelqu'un racontera leur histoire autrement, avec des dates, des photos, des citations. Mais ce ne sera pas la même histoire, car la vraie histoire, c'est celle que personne ne voit. C'est le regard d'un vieil homme posé sur une femme aimée. C'est un oui murmuré, quand le monde ne regarde plus. Serge Lama s'est marié à 82 ans. Non pas parce qu'il le fallait, mais parce que c'était juste, parce que parfois, aimer à la fin, c'est aimer plus fort que tout. Le lendemain du mariage, rien ne changea. Il n'y eut ni champagne, ni fleurs fanées sur la table. Il n'y eut pas de voyage de noces. À vrai dire, Serge n'aimait plus voyager. Les aéroports le fatiguaient, les hôtels l'ennuyaient. Il préférait le coin du canapé, la lampe de lecture, et le chat qui dormait à leurs pieds. Mais dans son cœur, quelque chose avait bougé. Une certitude, une paix douce et stable. Il ne se posait plus la question du pourquoi. Le mariage n'était ni une réparation, ni un besoin administratif. C'était simplement un geste de gratitude. Gratitude d'avoir été aimé. Gratitude de pouvoir encore aimer. Luana, elle, ressentait les choses différemment. Pour elle, c'était un engagement à veiller, à porter ce nom comme un manteau invisible, un abri. Elle savait que les jours seraient comptés, mais elle n'avait pas peur. Elle avait choisi d'être présente, même dans l'absence à venir. Il y a un secret que peu de gens osent dire à haute voix. Vieillir à deux est une forme de poésie, pas celle que l'on écrit, celle que l'on vit sans bruit. Luana s'occupait des détails, les médicaments, les rendez-vous médicaux, les papiers administratifs. Serge s'en désintéressait. Il disait « Je t'ai offert mon nom. À toi d'en faire ce que tu veux. » Il n'y avait pas d'ironie, seulement une confiance infinie, comme s'il lui avait remis les clés de sa mémoire. Et elle les acceptait. Le soir, elle lui lisait des lettres de ses anciens fans. Il souriait. Parfois, il reconnaissait un prénom. D'autres fois, il s'endormait au milieu d'un paragraphe. Luana continuait de lire. Elle lisait pour elle, aussi, parce qu'elle voulait garder vivante cette voix qu'il n'avait plus la force de chanter. Les dimanches avaient une texture différente. Ils étaient faits de pain grillé, de confiture à l'abricot, de longues heures où rien ne se disait, mais tout se comprenait. Serge aimait les vieux films en noir et blanc. Il les regardait sans le son, comme on regarde un rêve. Parfois, il demandait « C'est Greta Garbo, là ?» Et Luana répondait oui, même quand ce n'était pas vrai. Il n'y avait plus besoin de vérité absolue. Il ne restait que l'instant partagé. Une fois, ils écoutèrent ensemble un enregistrement live de « Je suis malade ». Serge se leva avec difficulté, se plaça devant le miroir et murmura « Tu vois, je n'étais pas encore vieux, là ». Luana l'embrassa sur l'épaule, puis dit doucement « Tu n'es pas vieux, tu es vivant ». Il ne répondit pas, mais ce soir-là, il dormit sans douleur. Dans la maison, il y avait des présences invisibles. Serge parlait parfois à voix basse, seul dans le salon. Luana ne l'interrompait jamais. Elle savait qu'il parlait à ses absents, à son père disparu trop tôt, à Liliane, sa première fiancée, à Michel, sa femme d'avant. Chacune d'elles avait laissé une empreinte. Mais Luana n'était pas jalouse. Elle savait que dans l'amour d'un homme de cet âge, il y a toujours des strates. Ce n'est pas un amour neuf, pur, sans passé. C'est un amour habité, encombré peut-être, mais sincère. Elle aussi avait ses propres silences, ses propres douleurs. Il ne se les racontait pas toujours. Il les partageait autrement. Dans un regard, une main posée sur l'autre, être la femme d'un homme connu, c'est souvent vivre dans l'ombre. Mais avec Serge, c'était différent.
Il ne voulait pas qu'elle soit invisible. Il voulait qu'elle existe avec lui, pas après lui. Il lui avait dit un jour « On ne m'applaudit plus, tu sais. Et c'est très bien ainsi. J'ai eu assez d'applaudissements pour 3 vies. » Elle répondit « Moi, je t'applaudis encore, quand tu te lèves du lit sans gémir. Quand tu souris à ton reflet. Quand tu me regardes comme si j'étais la dernière femme sur terre. » Et il avait pleuré, pas parce qu'il était triste, parce qu'il se sentait vivant. Tout n'était pas toujours beau. Il y avait les matins de douleurs intenses, où Serge ne pouvait même pas boutonner sa chemise. Il y avait les jours de colère, quand il se sentait inutile, pesant, fatigué de respirer. Il arrivait qu'il crie, qu'il insulte son propre corps. Luana ne disait rien. Elle attendait. Elle savait que la tempête passerait. Et puis, il revenait, comme un enfant qui s'excuse. Il lui offrait une fleur, un mot, un morceau de chocolat. Ils riaient ensemble. Puis ils oubliaient. Vieillir ensemble, c'est aussi cela. Pardonner sans condition. À force de le regarder vivre, Luana comprit quelque chose. L'éternité n'est pas dans les années, mais dans les instants. Elle gardait en elle ces moments comme des pierres précieuses. Le jour où il lui a dit « Je t'aime » en regardant un tableau. La fois où il a chanté dans la cuisine, sans se rendre compte qu'elle l'écoutait. Cette nuit où ils ont parlé jusqu'à l'aube, comme 2 adolescents. Serge, lui, disait souvent « J'ai eu plusieurs vies. Tu es la dernière, et c'est la plus douce. » Un matin de mai, ils partirent en voiture, sans destination. Ils voulaient revoir la mer. La vraie, pas celle des cartes postales. Ils roulèrent lentement. Serge regardait le paysage défiler, comme s'il le voyait pour la première fois. Arrivé au bord de l'eau, il demanda à rester seul un moment. Il s'assit sur un banc. Le vent jouait dans ses cheveux blancs. Il ferma les yeux. Et il se dit « Voilà, c'est cela, être libre. » Quand Luana revint, il lui tendit la main. « Merci, » dit-il. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle comprenait. Il la remerciait d'être là, simplement. Quand le jour viendrait, car il viendrait, comme toujours. Elle serait prête. Elle ne pleurerait pas immédiatement. Elle rangerait d'abord les disques. Elle éteindrait les lumières. Elle embrasserait les photos. Puis elle s'assoirait dans leur fauteuil et elle écouterait, une dernière fois, « Je suis malade ». Et elle sourirait, parce qu'elle n'était pas veuve d'un chanteur célèbre. Elle était la femme d'un homme qui avait su aimer jusqu'au bout. Il ne reste jamais ce que l'on croit. Pas les trophées, pas les articles, pas même les chansons. Ce qui reste, ce sont les gestes silencieux, les regards partagés, les matins simples, les nuits pleines de souvenirs. Serge Lama ne s'est pas marié à 82 ans pour faire parler de lui. Il s'est marié pour ne pas mourir seul. Il s'est marié pour dire, une dernière fois, « Je suis là, tu es là ». Et cela suffit. Avant de devenir Serge Lama, il était Serge Chauvier. Né le 11 février 1943 à Bordeaux, il n'était pas encore destiné à être une légende. Il n'était qu'un enfant au milieu des bombes, un bébé dont les premiers cris se perdaient dans les sirènes de la guerre. Son père, Georges Chauvier, était un ténor lyrique, passionné d'opéra, souvent absent, souvent ailleurs. Mais quand il chantait à la maison, la pièce entière se suspendait. La mère, elle, était plus discrète. Une femme forte, mais usée par la vie. Elle tenait le foyer à bout de bras. Entre les absences du mari et la fragilité de Serge, elle avait appris à devenir rock. Elle ne rêvait pas de scène, mais de stabilité. Elle voulait que son fils survive, qu'il vive normalement. Mais Serge, dès l'enfance, n'était pas normal. Il avait les mots, la mémoire, la mélancolie, une sensibilité à fleur de peau, et un amour profond, presque douloureux, pour son père. Georges Chauvier était l'astre autour duquel tournait l'univers de Serge. Il portait l'élégance des hommes d'avant-guerre. Il entrait dans une pièce avec la prestance d'un héros d'opéra. Mais derrière cette grandeur se cachaient les failles, l'orgueil, l'instabilité, l'absence. Il n'était pas un père tendre. Il était exigeant, dur parfois, mais Serge l'admirait malgré tout. Dans les yeux du petit garçon, son père n'était pas un homme, mais un modèle inaccessible. Et comme tous les modèles, il finirait par tomber. Quand Georges abandonna la scène, et la famille comme à la fois, Serge ressentit cela comme un abandon total. Ce n'était pas juste un départ physique, c'était un trou creusé dans l'enfance, une absence sonore qui résonnerait dans toutes ses chansons plus tard. Sa mère, face à cet effondrement, prit la relève. Elle devint le pilier. Elle n'était pas démonstrative, mais elle était là, toujours là. C'est elle qui l'accompagnait aux répétitions, qui l'encourageait à écrire, qui le rassurait quand il avait peur de ne pas être à la hauteur. Elle ne comprenait pas toujours son art, mais elle respectait sa vocation. C'était une mère de l'ombre, de celle qu'on oublie trop vite dans les récits, mais sans qui rien n'est possible,
Quand Serge connut ses premiers succès, il lui offrit une maison, un jardin, du silence. Il voulait lui rendre ce qu'elle avait donné. Une vie, une stabilité, une foi discrète. Peu de gens savent que Serge Lama n'était pas fils unique. Il avait un frère, disparu très jeune, emporté par la maladie. Cette perte longtemps tue fut une cicatrice invisible. Il ne parlait jamais de lui dans les interviews. Ce frère, c'était un fantôme bienveillant, une absence familière. Dans certaines de ses chansons les plus tristes, c'est à lui qu'il pensait. Il disait « Il y a des douleurs qu'on ne chante pas. On les garde pour soi. » Avec le temps, Serge Lama a compris qu'il portait l'héritage de toute une lignée. Son père lui avait légué la voix, le goût du spectacle, mais aussi l'instabilité affective. Sa mère lui avait transmis le courage, la fidélité, la capacité de se relever. Il n'a jamais eu d'enfant. Certains disent que c'était un choix. D'autres pensent que c'était une peur inconsciente. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de reproduire les absences. Mais il a souvent dit que ses chansons étaient ses enfants. Et ses fans, sa famille de cœur. Michel, sa première épouse, fut sa complice pendant des décennies. Elle gérait tout dans l'ombre, les contrats, les tournées, les silences. Elle ne réclamait pas la lumière, mais elle en était la source. Ensemble, ils formaient une famille étrange, sans enfants, mais pas sans amour. Puis vinrent d'autres femmes, d'autres chapitres, mais toujours avec un respect du passé. Serge n'était pas un homme à rupture. Il était un homme à couches, à mémoires empilées. Chaque amour nouveau ne remplaçait pas l'ancien. Il s'ajoutait, et enfin, Louana, la dernière, l'épouse tardive, celle qui a compris qu'aimer un homme comme lui, c'est aimer toute sa famille intérieure, avec ses morts, ses regrets, ses silences. Vers la fin, Serge exprima un désir, retourner à Bordeaux. Non pas pour y vivre, mais pour y revoir les rues de son enfance. Il voulait marcher sur les pavés qui avaient connu ses premiers pas, revoir l'école, l'église, la maison des grands-parents. Louana l'y accompagna. Ce fut un voyage étrange. Chaque rue éveillait un souvenir. Il devenait bavard, comme rarement. Il montrait du doigt à une fenêtre, un banc, une vitrine. Là, j'ai attendu mon père un soir d'hiver. Il n'est jamais venu. Je n'ai jamais dit à personne à quel point j'ai eu froid ce jour-là. Elle le prit par la main. Elle ne dit rien. Et lui non plus, après cela. Quelques mois avant sa mort, Serge organisa un dîner. Pas un événement mondain, mais une réunion intime. Il invita quelques amis fidèles, des cousins éloignés, un ancien professeur de musique. Il leva son verre et dit « Vous êtes ma famille. J'ai été un homme chanceux. Je suis né 2 fois, dans une maison modeste à Bordeaux, et sur scène, chaque soir. » Puis il se tourna vers Louana. « Et avec toi, je suis né une 3e fois. Celle-là, c'est la plus belle. » Quand Serge Lama s'éteignit, il ne laissa pas que des disques. Il laissa un arbre généalogique de douleur et de résurrection. Une histoire familiale tissée de blessures, de pardon, de silence noble. Il avait fait de son enfance un chant, de son père, une étoile filante, de sa mère, une colonne invisible, et de l'amour, une manière de réparer l'enfance perdue. Dans un tiroir secret, Louana retrouva un cahier noir. Il y avait écrit en première page « Pour ceux que j'ai aimés, avant d'être aimé en retour ». Elle sut alors que tout était dit. Lissonne n'était pas vraiment sa tante. C'était la sœur d'un ami de sa mère, une femme austère, toujours vêtue de noir, qui vivait seule avec ses livres et un vieux chien borgne. Mais pour Serge, elle avait été une lumière dans les années grises. Il la visitait parfois, après l'école. Elle lui lisait Hugo à voix haute, avec un accent chantant, une voix grave comme un orgue. Elle ne souriait pas souvent, mais elle écoutait. C'était rare, à l'époque, qu'un adulte prenne le temps d'écouter un enfant parler de rêve. Elle le regardait comme si ses mots avaient un poids. Un jour, elle lui dit « Tu as l'âme d'un vieil homme, tu vivras longtemps. Mais ce ne sera pas facile. » Il avait 9 ans. Il ne comprit pas. Mais il n'oublia jamais. Dans ses souvenirs d'enfance, il y avait un homme étrange, qu'il appelait l'oncle de la gare. En réalité, ce n'était pas un oncle. C'était un vieux chef de quai que Serge croisait souvent quand il allait avec sa mère chercher du courrier. L'homme avait toujours une histoire à raconter. Il parlait des trains comme d'êtres vivants. Il décrivait le bruit des roues, le souffle de la locomotive, comme s'il parlait d'un cœur qui bat. C'est cet homme qui inspira à Serge. Son amour des voyages, même intérieurs. Le mouvement, l'attente, les séparations, les retrouvailles. Plus tard, sur scène, quand il chantait « Le train de ma jeunesse », c'était à lui qu'il pensait, tous les étés, dans une maison du Lot-et-Garonne. Il retrouvait une cousine éloignée. Elle s'appelait Monique. Elle riait tout le temps. Elle dansait pieds nus dans l'herbe, mangeait des cerises en grimpant aux arbres. Elle vivait comme dans un roman de Colette. Serge, lui, était timide. Il l'observait, fasciné.
Il était amoureux d'elle, secrètement, silencieusement. Elle ne le sut jamais. Un été, elle ne vint pas. On lui dit qu'elle était partie en Suisse pour étudier. Il ne la revit jamais. Mais ce parfum d'innocence, cette légèreté, il la chercha toute sa vie. Et parfois, dans les bras d'une femme, dans un éclat de rire, il croyait la retrouver. Il y avait aussi Henri, un cousin plus âgé, revenu de la guerre avec une jambe en moins et un regard fendu d'ombre. Il parlait peu, il buvait beaucoup. Mais quand il parlait, Serge écoutait. « Tu crois que la guerre, c'est que des bombes ?» disait Henri. « Non, la guerre, c'est après. C'est quand tu reviens. » Il fut le premier à lui dire « La Seine, c'est ta guerre à toi. Tu vas y laisser des morceaux de toi, chaque soir. » Il avait raison. Serge le sut bien plus tard. Quand il devint célèbre, Serge revint parfois à Bordeaux, pour les repas familiaux du dimanche. La table était longue, le vin rouge coulait, les anecdotes aussi. Chacun voulait raconter une histoire avec le petit Serge. Certains exagéraient, d'autres inventaient, mais Serge ne corrigeait jamais. Il savait que chacun fabriquait ses souvenirs comme il pouvait. Et il comprit ce jour-là que la famille, ce n'est pas la vérité. C'est une construction collective,